Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 16 de notre série Réflexions et péripéties d'une ourti. Mon parcours avec l'écriture. Alors, comme d'habitude, je fais ce petit disclaimer avant de commencer la vidéo pour vous rappeler que Réflexions et péripéties d'une ourti, c'est une série dans laquelle je donne mon avis sur tout un tas de sujets qui me sont arrivés personnellement. Ce sont des réflexions personnelles, une histoire, un vécu que je partage avec vous, mais ce n'est évidemment pas du tout une série religieuse. Rien n'est religieux dans ma chaîne à part ma série Femmes Islam, Femmes d'exception qui vient de sources évidemment vérifiées. Mais sinon, je ne parle pas de religion, je parle juste de mes expériences, je parle de mon parcours, de ce que j'ai vécu, et donc je vous demanderai de ne pas prendre ce que je dis pour comme la science infuse, comme chose certifiée, parce que je parle simplement de mon parcours à moi. Voilà, maintenant on peut commencer. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir que j'ai toujours eu un rapport à l'écriture très commun, au sens où beaucoup ont ce rapport, mais aussi très particulier, donc c'est un petit peu paradoxal. Comme beaucoup de gens, donc j'aime énormément écrire, mais il y a aussi une dimension, et c'est là que vient le particulier, très cathartique, voire viscéral. Il y a quelque chose de très vital quand j'écris, c'est quelque chose dont j'ai besoin, et il m'arrive de ne pas écrire par exemple pendant plusieurs jours, et au bout de certains jours, je sens vraiment que ça me manque, je sens que je suis vraiment pas bien, et donc c'est vraiment un rapport qui est très viscéral à l'écriture. Donc ça peut sembler parfois étonnant parce que c'est un peu comme une addiction au sens où je dois avoir un peu ma dose, si je peux dire, d'écriture par jour, par semaine. Et bien sûr, si je ne peux vraiment pas écrire, parce que parfois ça arrive, mais ce qui reste rare car j'ai quand même toujours mon téléphone sur moi, alors je le supporte, mais je sens vraiment qu'il manque quelque chose, je sens qu'il y a un vide, qu'il y a vraiment un manque, subhanallah, par rapport à ça. Ainsi, je peux dire que l'écriture, c'est une passion pour moi en premier lieu, mais elle relève aussi, je pense, de la thérapie, du côté thérapeutique, parce que c'est une vraie nécessité au niveau de ma santé mentale. Je sens que vraiment, quand je n'ai pas l'écriture, je me sens moins bien. Elle fait partie, en fait, tout simplement de ma routine bien-être avec ma prière, mon dhikr et ma relation au divin. Elle me permet d'évacuer littéralement, c'est vraiment le cas de le dire. Pour ce prochain point qui est la genèse, alors disons que j'ai commencé à écrire dès ma tendre enfance. Je crois que j'ai commencé à écrire vraiment des histoires. Dès que j'ai appris à le faire, j'ai commencé à écrire. J'aimais énormément lire aussi, ça a toujours été deux passions communes, et même deux passions dévorantes. Dévorantes au sens où il est rare, lorsque je me mette à lire, que je parvienne à m'arrêter facilement. Lorsqu'un bouquin me plaît, vraiment, j'ai énormément de mal à arrêter. C'est dans le sens que c'est vraiment une passion dévorante, et pour l'écriture, c'est pareil. Je me souviens qu'en CP, déjà, je lisais absolument tout ce qui me tombait sous la main, tout ce qui me tombait sous les yeux, je le lisais, déjà en petite classe, donc de CP. Et je me souviens que pour l'anecdote, j'ai mon maître de CP qui s'était plaint pour rire à ma maman adoptive, parce qu'en fait, dès qu'il me faisait venir au bureau pour n'importe quelle chose, je lisais absolument tout ce qu'il y avait sur son bureau, et en fait ça le dérangeait parce que du coup je rentrais un peu dans son intimité et je lisais tout ce qu'il y avait sur ses feuilles, sur ses stylos, sur son bureau, absolument tout. Et ça montrait déjà bien à l'époque en fait mon rapport déjà très viscéral et très addictif à la lecture. On avait commencé aussi avec l'un de mes petits camarades à écrire des petites histoires sur des supports papier, des petites histoires très rigolotes avec des feuilles pliées et scotchées ensemble. Et puis personnellement très vite, je pense vers mes 8, 9, 10 ans, j'ai commencé à avoir des journaux intimes par ce besoin encore une fois viscéral d'écrire, de raconter, de noter, de conserver. J'en ai encore à l'heure actuelle pas loin de 30 je pense, et je continue à écrire dans mes journaux intimes, c'est vraiment quelque chose de compulsif, et je pense Inch'Allah finir jusqu'à la fin de ma vie. J'ai besoin vraiment régulièrement de décharger mon trop-plein, de raconter, d'exprimer, de partager et de décrire pour ne jamais oublier. En plus de mes journaux intimes, j'écrivais des petites histoires avec une chute assez rapide, et je me souviens aussi avoir commencé à écrire une longue histoire qui parlait d'une jeune fille noire dans le sud des États-Unis à l'époque du racisme, à l'époque des guerres de sécession, il me semble que c'est ça, subissant du coup le racisme aux États-Unis, encore au temps de la colonisation, voilà c'était ça. Et quand les Américains blancs avaient encore des esclaves, voire des domestiques blancs. Donc, je me rappelle, j'avais commencé à écrire une petite histoire sur ça. J'avais beaucoup écrit sur cette histoire, même si à l'heure actuelle, je ne sais plus si je l'ai encore. Je sais que je n'avais pas terminé l'histoire, mais vraiment, ça a été quand même ma première vraie histoire longue dans laquelle j'ai écrit pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, je crois même une année. Après, je sais que je ne l'ai pas terminée, mais en tout cas, je sais que ça a été vraiment ma première histoire longue. Premiers ouvrages. C'est à mes 20 ans que j'ai décidé de publier mon premier ouvrage, donc qui était un recueil de nouvelles que j'avais écrit depuis déjà pas mal d'années et que j'avais regroupé. Mon premier recueil s'appelle Les Déchéantes Petites Nouvelles, et il est assez sombre, il faut le dire, j'ai le titre Les Déchéantes Petites Nouvelles. Il comporte 15 nouvelles, toutes plus ou moins longues, avec des thèmes un petit peu tristes. Mais à l'époque, il est vrai que j'avais l'impression de ne savoir écrire que comme ça, sur la tristesse, la douleur, la souffrance, la perte, les choses tristes en fait et lourdes, un lourd vécu. J'avais l'impression d'écrire que comme ça, et le reste en fait, je trouvais ça inutile d'écrire par exemple sur le bonheur ou sur des choses joyeuses. Mais après en fait, je me suis rendu compte avec le temps que c'était mon état d'esprit. En fait, on n'écrit jamais autre chose que son état d'esprit. On pense qu'on peut écrire des choses gaies, des choses heureuses quand on est triste, mais ce n'est pas vraiment le cas. Vraiment, l'écriture c'est très fidèle à notre âme et à ce qu'on ressent.
Donc voilà, vraiment à l'époque je trouvais qu'il n'y avait que la peine qui était assez noble, que la tristesse qui était assez noble pour qu'on écrive sur elle. Bien sûr j'ai évolué désormais tout de même parce que je vais mieux aussi, c'est ça que je vous disais, je vais mieux, donc forcément mon écriture a évolué. Mais je trouve encore que le sentiment de la tristesse, le sentiment de l'affliction, ce sont des sentiments qui sont nobles et je trouve que ce sont des sentiments qui sont beaux à exploiter en littérature. Ces sentiments-là de dépression, je trouve que c'est beau, en fait il y a beaucoup de choses à dire, c'est très mélancolique et je trouve que ce sont des sentiments desquels on peut dire beaucoup de choses, même si la joie aussi, hein, mais moi je sais que j'arrive mieux à parler de ces sentiments-là. Et pour ce premier livre, du coup, Les déchantes petites nouvelles que je vous ai mis ici, ça a été dur parce que je ne m'y connaissais évidemment pas dans l'édition et j'ai commencé en fait à écrire un peu naïvement à de grandes maisons d'édition qui pour la plupart ne m'ont jamais répondu ou alors m'ont répondu négativement. Étant immensément fan de la plume et du personnage de Baudelaire, donc Les Fleurs du Mal, etc., j'avais même écrit en fait à ces éditions, les éditions Baudelaire, qui m'avaient, je crois, demandé quelque chose comme 2 000 € pour pouvoir être publié chez eux. Donc évidemment, c'était absolument impossible. Mais en fait, j'étais très naïve, je ne savais pas comment ça marchait, donc voilà. Donc voilà, bien évidemment, j'étais choquée quand ils m'ont demandé les 2 000 € et je ne sais plus bien comment, mais je sais que quelqu'un m'a parlé des éditions Atramonta, qui sont les éditions actuelles dans lesquelles je publie mes ouvrages, qui sont en fait, c'est un mix entre une maison d'édition, mais c'est aussi un prestataire de service qui était assez bon marché, je trouve, à l'époque. J'en parlerai, mais je me suis donc tournée vers eux. J'étais tellement heureuse d'être tombée avec eux. Et donc, bien sûr, j'en parlerai dans une prochaine partie, comment ça marche. Mais pour vous dire, là, donc, du coup, j'ai publié mon premier ouvrage, Les déchantes petites nouvelles, qui est un recueil de nouvelles en 2015 à mes 20 ans. C'était vraiment mon but dans la vie de commencer à publier un ouvrage à mes 20 ans. J'étais vraiment trop fière de moi, trop reconnaissante, trop heureuse. Et suite à cela, 3 ans après, donc en 2018, j'ai écrit les 10 petits contes cauchemardesques, encore un recueil de nouvelles, mais celle-ci était plus fournie et le livre était plus épais lui-même. Donc voilà, il est ici. Donc ça c'était en 2018 et c'était encore une fois des contes, mais c'était un petit peu plus développé. Le livre est un peu plus gros. De la même façon, je suis aussi passée par Atramonta, mais n'ayant pas d'Instagram à l'époque, mais seulement Facebook, j'avais pas beaucoup de visibilité, voire pas du tout. Et j'en ai en fait surtout vendu à mon entourage, à mes amis, mais aussi un petit peu aux dédicaces que j'ai fait parce que j'organise des dédicaces. Enfin, j'ai pu y participer, je vous en parlerai aussi. Mais voilà, c'était mes 2 ouvrages, ce sont mes bébés, je suis vraiment heureuse d'avoir publié. Je les aime encore beaucoup, même si maintenant j'ai totalement changé de registre parce que je me suis aussi convertie. Mais ça, c'était avant conversion, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu énormément de visibilité. Ces 2 ouvrages, même si je me reconnais plus forcément dedans à l'heure actuelle, de par leur connotation assez sombre, de par leur thème assez triste, je les ai quand même portés en moi et je les aimerai toujours, comme je vous ai dit, parce que ce sont mes premiers livres et j'en aurai jamais honte. Même si je n'étais pas convertie, etc., ils comptent encore pour moi parce que c'était une partie de ma vie et je pense qu'on ne doit pas renier son passé. On évolue, on change, mais on ne doit pas renier son passé parce que c'est grâce à ce passé, grâce à Dieu, que l'on est là où on est aujourd'hui. La conversion est mon envol spirituel à travers mon premier roman. A posteriori, maintenant que cela fait bientôt 6 ans que je suis convertie à l'islam, je me rends compte que ma conversion en fait a aussi joué dans mon écriture un grand rôle. Déjà, premièrement, mon état d'esprit s'est nettement amélioré. Évidemment, je suis beaucoup moins négative, même si j'étais pas non plus malheureuse, hein, mais voilà, c'est un état d'esprit général. Je suis devenue beaucoup plus heureuse, joyeuse, confiante en la vie après ma conversion. Forcément, cela s'est ressenti, comme j'ai dit dans mon écriture, parce que tout se ressent. Et en vérité, on n'a juste à voir rien que l'évolution au niveau des couvertures de mes ouvrages. Donc, vous voyez, l'évolution au niveau des couvertures, c'est de plus en plus sombre, en fait, tout simplement. On voit vraiment qu'on va du noir vraiment au clair, tout simplement. On est vraiment passé de l'ombre à la lumière. Et le nacre des cœurs, c'est comme si je le portais en moi depuis toujours, mais que ma conversion à l'islam m'avait fait venir au jour grâce à Allah. Donc c'est mon premier roman. C'est mon 3e livre et mon premier roman, le nacre des cœurs. Comme mes autres ouvrages, le nacre des cœurs, c'est toujours un cri du cœur, mais ce n'est plus un cri déchirant et torturé. Non, c'est un cri d'amour et d'espoir. Et je hurle certes les injustices et toutes les choses horribles qu'on peut voir dans ce monde, mais tout cela est teinté d'espoir infini en Dieu, de rahma, de miséricorde et de foi en fait, et surtout d'espoir en Dieu, celui qui porte ma plume et mes tripes, tout simplement. Également au niveau stylistique, j'ai remarqué que le nacre des cœurs est le plus abouti de mes livres, évidemment, car on ne fait que s'améliorer dans notre écriture, dans notre style, au fil des années, mais aussi au niveau du contenu. C'est-à-dire que je vais en fait davantage dans la profondeur des thèmes, et c'est mon premier roman, donc forcément il y a beaucoup plus de contenu. La forme longue du roman, en fait, je la redoutais un petit peu déjà depuis un moment, parce que j'avais toujours uniquement écrit des recueils de nouvelles. Finalement, j'aime énormément en fait la forme du roman, parce que je prends tellement mon pied à décrire longuement les personnages, à bien poser l'intrigue, à bien poser le contexte, à faire la description psychologique, physique des personnages, du contexte du lieu. En fait, j'aime vraiment trop. C'est vraiment en fait un bonheur l'écriture d'un roman. Ce qui me stressait, c'était que dans un roman, en fait, la chute, elle n'arrive pas aussi vite que dans une nouvelle, mais en fait, je trouve ça génial parce que ça laisse vraiment le champ libre à toute ton inspiration, tandis que dans une nouvelle, tu es quand même restreint, tu dois aller vite à la chute. Là, vraiment, tu peux prendre ton temps et je trouve ça génial. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine dans lequel la chute ne vient pas tout de suite. Il faut donc savoir ménager l'attente, broder sur du long terme. C'est une toute autre façon de faire, c'est une toute autre façon d'écrire, mais ça en vaut la peine car on ne se sent contraint par rien. Tandis que, comme je vous dis dans la nouvelle, il y a quand même une limitation en termes de taille.
Mes conseils. Alors il faut savoir que j'ai eu l'idée d'écrire cette vidéo par une personne sur Insta avec qui je parle quelques fois, qui m'a confié vouloir écrire mais qu'elle n'y parvenait pas. Elle avait envie d'écrire mais elle n'y parvenait pas. Et c'est une chose en fait que j'ai entendue plusieurs fois, à plusieurs reprises, cette envie irrépressible d'écrire mêlée à cette peur presque panique de commencer et à cette confusion par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, par où je dois débuter, etc. Quand on n'a jamais écrit en fait et qu'on a des idées plein de la tête, ça fait peur, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par quel bout prendre les choses et voilà, on est vraiment perdu. Et pour moi, l'un des meilleurs conseils que je puisse vraiment donner, c'est vraiment, vous allez dire c'est très simple, mais c'est vraiment bismillah, c'est-à-dire arrêter de réfléchir, prendre une feuille, un stylo, un ordinateur, peu importe avec quoi vous écrivez, et se lancer. Même si on commence par écrire n'importe quelle phrase qui nous tourne, qui nous passe par la tête, il faut impérativement commencer. Parce que c'est par la suite en fait que les idées elles vont se mettre en place sur le papier, qu'elles vont se mettre en ordre et finir Inch'Allah par produire quelque chose. Mais c'est sûr en fait, au début ça peut pas être, en fait on s'imagine que l'histoire elle va arriver comme ça, avec les tenants, les aboutissants, l'intrigue. Non, bien sûr que non. Au début il est normal que tout soit confus, que tout soit brouillon. Il faut simplement se lancer une bonne fois, stopper les west-west, stopper les doutes qu'on a dans la tête et plonger. Si malgré tout cela ça reste difficile, alors personnellement, moi j'avais animé un petit atelier d'écriture dans lequel j'avais simplement donné une phrase ou une image, un contexte, quelque chose que j'avais appelé une contrainte d'écriture afin de forcer l'écriture. Comme les personnes ne savaient pas par où commencer, je leur avais donné par exemple le début d'une phrase ou alors une image, quelque chose pour les forcer tout simplement à commencer à écrire et après ça venait facilement. Par exemple, une de mes contraintes que j'avais données aux enfants, c'était « Votre histoire doit commencer par… » Alors que je me promenais en pleine rue avec mes chaussures rouges, 3 petits points, et la personne en fait, elle continue la phrase. Ça me paraît très débile, mais en fait ça va la lancer quelque part. Peu importe, même si après carrément elle supprime la phrase à la fin, mais au moins elle commence par quelque chose. La personne elle devait finir la phrase et ainsi ça la forçait à commencer quelque part. Il faut vraiment en fait tâcher de juste commencer simplement et ne pas penser à tort que l'on va directement avoir sur le papier tous les détails. Ça vient après. C'est vraiment avec le temps que les choses elles vont s'affiner et venir petit à petit de façon nette dans votre esprit. Faut dans un premier temps nécessairement se faire violence, c'est-à-dire se forcer même 20 minutes par jour à se poser pour écrire. Vous mettez un chronomètre et en fait c'est comme dans toute chose un djihad ou nefs, en fait c'est un combat contre soi-même dans lequel on doit s'astreindre à la discipline. Je vous dis pas tous les jours de 9h à midi vous arrêtez tout et vous écrivez parce que on a des travails, on a une vie active, on a des enfants pour certains, on est mariés, bref, c'est pas vraiment facile. Mais il faut être réaliste. On a tous des vies qui sont prenantes, des vies de famille, des boulots. Mais donc du coup, il faut vraiment cesser ce mythe de l'écrivain enfermé dans son cabinet d'écriture toute la journée de 8h à 20h. Même s'il y en a pour qui ça arrive, ils sont chanceux. Mais voilà, la vie d'un individu lambda, il y a le travail, il y a la famille, il y a la préparation des repas, il y a beaucoup de choses en fait. Mais simplement, se poser 20 minutes, se faire violence, même 10 minutes, même dans le tram ou n'importe où, on met le chronomètre et on se dit là j'écris, je commence par quelque chose, n'importe quoi, et j'écris, je commence. Mais je me lance en fait parce que la plupart des bloqueurs c'est dans votre tête, c'est pas en réalité. Dans votre tête que vous bloquez vous-même. Il suffit de prendre un stylo, de prendre l'ordinateur et de commencer, n'importe où, mais on commence. Non à la propagande, 3 jours pour écrire un livre. Alors, je voulais arriver à ce point-ci parce que je suis vraiment, par contre, très vieille école quant à certaines choses. Si bien sûr je vous dis que c'est pas possible de rester de 8h à 20h dans son bureau pour écrire, par contre je trouve qu'il y a une propagande depuis ces dernières années avec l'essor des réseaux sociaux quant à l'écriture qui moi je trouve est malsaine et mensongère. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus sur les réseaux formation en mode mettez une semaine pour écrire votre propre best-seller, en mode formation emballer c'est peser et c'est fini. Je trouve cela mensonger et cela m'énerve car en fait on fait de l'écriture déjà un acte commercial et très marchandisable en mode une formation de 1 semaine et c'est bon, c'est emballer c'est peser. On enlève tout le côté passionnel, on enlève tout le côté c'est un art, c'est un talent, on enlève tout ça. Moi ce qui m'énerve prodigieusement dans ce type de formation 3 jours pour écrire son livre etc, c'est que oui ça peut arriver mais ça fait croire à certaines personnes que tout le monde peut écrire en fait. Et c'est pas méchant, hein, c'est pas du tout hautain quand je dis ça, mais non, tout le monde ne peut pas écrire. L'écriture, c'est un talent, c'est une passion, c'est un métier pour certains. Tout le monde ne peut pas écrire. Il faut arrêter avec ce mythe-là et ça, c'est encore une fois, ça vient de la société, du progrès, du wokisme, du progressisme qui fait croire que tout est horizontal, qui fait croire qu'on est tous les mêmes, qui fait croire que, voilà, il n'y a pas de... Voilà, tu peux être ce que tu veux, il n'y a pas besoin de compétences. Non, c'est pas vrai. L'écriture, c'est un talent. Être pompier, c'est un talent. Je sais pas, être mathématicien, c'est un talent. Oui, il y a du travail, hein. Ça, je vais revenir dessus après. Mais avant toute chose, c'est un talent, tout simplement. C'est un talent. Être artiste, c'est un talent. Être peintre, c'est un talent. Donc, il faut arrêter un peu avec ce mythe de « en 3 jours, je vais écrire un best-seller ». Ça n'existe pas. Désolée de le dire, ça pique un petit peu, mais ça n'existe pas.
C'est un talent, c'est du boulot, c'est une plume, c'est quelque part un peu de génie, avec beaucoup d'efforts, mais tout de même, il y a quand même à la base du génie. Je vous disais, cette époque de l'horizontalité, là, dans laquelle on fait croire à tout le monde qu'ils peuvent devenir ce qu'ils veulent en un claquement de doigts, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que chacun a aussi son métier, et bien sûr que tout le monde peut écrire, mais tout le monde ne peut pas bien écrire. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Tout le monde peut peindre, tout le monde peut écrire, mais tout le monde ne peut pas bien peindre, tout le monde ne peut pas bien écrire. C'est un talent, il faut arrêter de rendre tout horizontal et de rendre tout vide de sens en fait. C'est un talent, voilà, tout simplement. C'est un domaine surtout. Et à nouveau, cette époque de surconsommation qui est la nôtre parvient même à marchandiser et rendre tout cuit et prêt à consommer une chose que l'on travaille des années durant, sa plume, son talent, son style, et moi ça m'énerve un petit peu. J'ai déjà parlé un peu du wokisme, de cette époque de progressisme que je déteste, mais voilà, en tout cas moi c'est des choses qui m'énervent et je pense que c'est important quand même de le dire. Par contre, à nouveau, je combats aussi fermement autre chose, le mythe du génie nietzschéen. Voilà, je combats aussi cette idée du mythe du génie nietzschéen, parce que c'est Nietzsche qui la combat lui-même l'idée. En fait, c'est un célèbre philosophe allemand qui a tenté dans sa pensée de démystifier tout simplement cette idée très commune à nouveau sur laquelle l'artiste était un génie, qui n'avait pas besoin de travailler, à qui tout venait sous forme d'inspiration, tout cuit dans le bec, sans avoir jamais à lever le petit doigt. C'est faux. Nietzsche, il a démystifié cette idée et c'est très bien, parce que derrière tout génie, artiste, être talentueux, il est très rare qu'il n'y ait pas d'entraînement, il est très rare qu'il n'y ait pas d'effort ou de préparation. Ici, cela nous redonne de l'espoir, car en filigrane, c'est cette tendance qu'ont les hommes à se dénigrer en mode « Ah, mais j'y arriverai pas, lui c'est un génie, c'est pour ça qu'il y arrive ». Ici, ça dénonce un peu cette idée. Alors bien évidemment, comme j'ai dit, il y a un talent de base, il y a quelque chose d'inné, mais aussi du travail. Le génie, il travaille, il fait l'effort. Parce que cette idée de se dire « Oh, mais lui, il y arrive parce que c'est un génie », en fait, tout simplement, ça pousse à la paresse intellectuelle et ça pousse au confort intellectuel et donc à la passivité que Nietzsche dénonce fermement. Oui, on peut naître avec certaines prédispositions et même un certain talent, mais tout cela se travaille. C'est la loi de cette dunya ici-bas. Tout finalement se paye, donc ne désespérez pas non plus en pensant que l'écriture serait réservée à quelques génies paresseux. Faux. Il y a des prédispositions, mais aussi beaucoup de travail. Comment travailler son rapport à l'écriture ? Alors ici, je vais vous donner quelques autres conseils afin de travailler son rapport à l'écriture, parce qu'encore une fois, comme on l'a dit, bien évidemment, il y a un génie, il y a un talent de base, mais on peut toujours le travailler, et bien sûr, il faut toujours le travailler et l'améliorer. La première chose, c'est lire déjà beaucoup, afin de s'inspirer du style des autres, car il ne faut pas croire que tout nous vient du néant, encore une fois. La littérature mondiale, c'est qu'un immense palimpseste qui continue de s'écrire, ça veut dire c'est un immense brouillon sur lequel en fait les gens continuent d'écrire et d'écrire et d'écrire. Aussi, afin d'acquérir de plus en plus de vocabulaire, c'est très important de lire, parce que plus on a de vocabulaire, plus on sait décrire le monde. Les mots, finalement, ils ouvrent l'esprit. Plus vous avez de vocabulaire, plus vous savez décrire la profusion du monde. Le deuxième petit conseil, la deuxième petite astuce, c'est de se forcer à écrire. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Il faut absolument forger pour développer son talent de forgeron. Vraiment, c'est une idée très banale, mais c'est vrai. Il faut vous forcer à écrire, vous faire violence pour écrire. Se mettre dans un mood. Parfois, les musiques d'ambiance, un petit coin cocooning dans la maison avec un petit thé et un petit café, vont vous donner le ton pour commencer à écrire. Bien sûr, je suis pas en train de romantiser la vie, etc. Mais c'est vrai que des fois, un petit coin, une petite ambiance, ça peut vous aider à vous mettre dans le mood pour écrire. Quatrième chose, ne pas s'attendre directement à des résultats. Écrivez en premier lieu pour vous forger la main, voilà, pour vous entraîner. La forme, tout ce qui est vraiment du détail, tout ce qui forme l'histoire, tout ce qui est un petit peu la carcasse de l'histoire, viendra ensuite. Mais d'abord, il faut écrire. Il ne faut pas directement s'attendre à des résultats incroyables. D'abord, il faut écrire. Cinquième conseil, contempler. Avoir des yeux curieux sur le monde. Avoir des yeux curieux et ouverts sur le monde. Personnellement, c'est beaucoup en passant par l'observation que j'ai forgé bon nombre de mes personnages, parce que le réel, en fait, est une source d'inspiration inépuisable et constante. Alors, gardez les yeux ouverts sur ce qui vous entoure. Plus vous vivrez, plus vous aurez du contenu foisonnant à partager. Il faut vivre, il faut être dans l'instant, regarder, contempler ce qui est autour de nous. C'est ce qui va vous donner souvent la trame de vos personnages et même la trame de votre intrigue. Sixième chose, ne pas avoir peur de son imagination débordante. Malheureusement, il a été prouvé que si on ne se lance pas dans de nombreux projets, c'est par propre esprit d'auto-sabotage. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais c'est incroyable. Ça veut dire que c'est bien sûr psychologique, ça veut dire que c'est nous-mêmes en fait qui nous mettons nos propres barrières. Là, par exemple, quand j'arrive pas à écrire, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas, etc. Alors qu'en vrai, il me suffirait de prendre un bic, il me suffirait de prendre mon ordinateur, bien sûr c'est psychologique, mais il me suffirait de faire le premier effort et après tout va venir. Et c'est un peu comme avec Dieu. Tu fais le premier pas et lui il en fait 10 vers toi. Ben, c'est pareil en fait. Faut pas avoir peur de son imagination débordante et il ne faut pas s'auto-saboter. C'est bien sûr psychologique et je n'ai pas évidemment les ressources ici dans cette vidéo pour en parler, mais en d'autres termes, n'ayons pas peur de briller vraiment. N'ayons pas peur de notre propre profusion, inspiration, notre propre talent. Exprimons-le sans en avoir peur, mais au contraire en le développant. Enfin, ne pas se laisser influencer par l'extérieur. Comme je l'ai dit, l'écriture est devenue un business à part entière. Formation de 3 jours, de 5 jours pour écrire le best-seller. Correction, en veux-tu, en voilà, bêta lecteur à tout bout de champ. Oui, c'est bien, mais je trouve que ça bride beaucoup l'imagination au bout d'un moment et ça rend vraiment les choses, ça enferme les choses dans des cases.
parce qu'en fait on met beaucoup trop de contraintes, voire de pression et d'obstacles à l'écriture. Pour bien écrire, il faut un bêta-lecteur, il faut ci, il faut ça, il faut ça, il faut une relecture, il faut absolument que tu sois accompagné, il faut un correcteur orthographique, c'est trop en fait. Laissez les gens s'exprimer tout simplement. Comme s'il fallait absolument cocher une liste exhaustive et précise avant de commencer. Non. Ce que je vous donne là ne sont que des conseils, certainement pas des conditions. Je suis persuadée qu'il y a des écrivains ayant réussi sans avoir appliqué un seul de ces conseils, mais simplement, ça ce sont simplement des conseils pour vous aider. Mais bien évidemment, ça se trouve, vous allez trouver votre propre rythme, votre propre méthode, et vous n'aurez pas du tout besoin de ces conseils. Ce qui me fait arriver au point suivant. Tout le monde ne parvient pas forcément à écrire. Alors encore une fois, que ça pique ou non, ce que je vais vous dire, il faut comprendre, il faut bien entendre que tout le monde ne parviendra pas à bien écrire, ou même à écrire tout simplement. Personnellement, même si cela se travaille, comme je l'ai dit avant, il y a du génie, mais il y a du travail, il y a de l'effort, je crois quand même que c'est vraiment un don avant toute chose, et que le fait de le démystifier, encore une fois, avec tout un tas de méthodes très commerciales, très bon marché, etc., ça le travestit en fait en quelque sorte, ça travestit en fait ce talent de l'écriture. Encore une fois, cela est une conséquence de notre société très relativiste, très horizontaliste, très progressiste, dans laquelle on fait croire un peu à tout le monde qu'il peut devenir tout le monde et n'importe qui sans problème, alors que tout le monde sait que c'est faux. Sinon, en fait, simplement, il n'y aurait pas de distinction de la société et si tout le monde pouvait faire n'importe quoi. Bien sûr que non, chacun a son métier, chacun a son talent, et je pense qu'avant d'écrire, c'est bien aussi de se dire ça. C'est bien d'avoir confiance en soi, de se dire je vais le faire, etc., j'ai confiance en moi, mais il faut aussi rester réaliste et se dire, voilà, si vraiment ça marche pas, si ça colle pas, c'est que ça ne colle pas, et il ne faut pas vraiment forcer. Quoi choisir en termes d'édition? Alors là, le débat il est un peu vaste parce qu'il y a des personnes qui vont être un peu partisanes de l'auto-édition. L'auto-édition, par exemple, c'est ce que propose Amazon, c'est ce que proposent beaucoup de sites dans lesquels en fait vous envoyez simplement votre ouvrage fait en PDF et c'est eux qui l'impriment un peu à la demande. Il y a des personnes qui préfèrent les maisons d'édition, moi je suis un petit peu plus à l'ancienne comme ça, et il y a des personnes qui aiment bien le mix des deux. Moi en fait ce que j'ai essayé de faire, depuis toujours, en fait, j'envoyais mes ouvrages à des maisons d'édition, mais ça n'a pas vraiment marché. Du coup, j'ai trouvé, comme je vous avais dit, Atramanta, qui est une maison d'édition, mais aussi prestataire de service. Vous tapez Atramanta sur Internet, vous allez trouver. En fait, c'est un prestataire de service qui imprime vos ouvrages à la demande, qui vous inscrit dans le catalogue Hachette, qui vous inscrit dans la Bibliothèque de France, qui s'occupe un peu de tout ce qui est correction, etc. Mais voilà, c'est pas vraiment une vraie maison d'édition parce que c'est pas eux qui vont vous faire de la publicité, c'est pas eux qui vont vous inscrire à des séances de dédicaces, c'est pas eux qui vont vous inscrire à des salons du livre. Mais je trouve qu'il y a quand même le côté maison d'édition parce qu'il y a le nom sur la couverture. Et on a beau dire ce qu'on veut encore une fois, même si l'auto-édition c'est super bien à de nombreux égards, parce que déjà tout l'argent plus ou moins vous revient à vous. Moi je trouve quand même que moi je suis un peu à l'ancienne parce que les maisons d'édition, je trouve quand même que quand on voit un livre sur lequel c'est écrit le nom d'une maison d'édition, c'est peut-être un peu discriminant ce que je vais dire, mais je trouve que ça fait plus sérieux, alors que ça veut rien dire. Il y a des ouvrages qui ont été auto-édités qui sont incroyables, machallah. Mais je trouve quand même que ça fait un peu plus sérieux de voir le nom d'une maison d'édition, même si ça veut rien dire sur la qualité des ouvrages qui sont auto-édités. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, moi je suis un peu à l'ancienne, j'aime bien les maisons d'édition. J'avais failli pour le Nacre des Cœurs être publié par une maison d'édition, mais ça s'est pas fait parce que moi en fait dans le Nacre des Cœurs, il faut savoir que je parle de sujets et de thèmes qui, souvent dans certaines communautés c'est un peu mal vu. C'est-à-dire que j'hésite pas à parler de sujets dérangeants comme l'inceste, le viol, ce genre de choses, parce que ce sont des réalités qui existent. Et c'est vrai que pour certaines maisons d'édition, ça va pas forcément le faire par rapport à leur lectorat. Mais en tout cas, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de suivre votre feeling. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien faire un peu tout par lui-même, qui est très autodidacte, qui est très manuel, alors allez plutôt vers l'auto-édition. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime bien déléguer, qui aime bien que les choses soient faites vraiment de façon très professionnelle, qu'elles soient en fait déléguées, moi aussi, c'est parce que vraiment, la vérité, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie, alhamdoulilah, que vraiment, j'ai besoin de déléguer. J'ai besoin de déléguer. Et même si je paye un peu plus cher, c'est vrai, ça peut paraître bête pour certains, mais vraiment j'ai besoin de déléguer parce que, et aussi, ce qui est bien sur Atramanta, c'est qu'il y a quand même une plateforme sur laquelle il y a tous vos ouvrages. Ça fait vraiment sérieux en fait, ça fait propre et ça fait classe. Amazon aussi c'est sérieux, mais voilà, on sait qu'Amazon, il y a un peu tout le monde qui peut publier. Donc voilà, c'est juste ce que je veux dire par rapport à ça. Après, vous suivez vraiment votre feeling, ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous aimez faire. Mais vraiment, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire et qui aime bien déléguer, moi je trouve qu'Atramanta, c'est une bonne solution. Ou alors une maison d'édition. Vraiment, il ne faut pas hésiter à envoyer son ouvrage à plein de maisons d'édition. Après, moi j'ai un peu arrêté parce que c'est frustrant en fait de l'envoyer et tu n'as jamais de réponse. Et encore une fois, ça ne veut rien dire quant à la qualité de votre travail. C'est juste que des fois, ça n'a pas suivi la ligne éditoriale. Ou alors des fois, ils reçoivent tellement d'ouvrages au final que votre ouvrage, il est mis un peu à la trappe. Comment se faire connaître? À l'ère des réseaux sociaux, vous vous doutez bien qu'il est indispensable en fait de passer par les réseaux sociaux afin de promouvoir vos œuvres. Réels, posts, concours, story, collaboration. Vous devez vraiment être visible et créer un vrai contenu autour de vos œuvres. Donner envie aux gens de les découvrir. Aussi en faisant des services presse avec des pages Bookstagram.
ou ce genre de choses. Les services presse, c'est quand vous demandez à une personne qui est Bookstagram, vous lui envoyez votre livre vous-même et elle le reçoit, elle le lit et elle en fait un post, elle en fait une story, en fait elle en parle à sa communauté et ça vraiment moi ça m'a beaucoup aidé, alhamdoulilah, parce que vraiment c'est comme ça que ça fait connaître vraiment grâce à Dieu, alhamdoulilah. Donc tout ça il faut y penser, vraiment il y a tout un truc à aller voir, ça je peux pas le dire en une seule vidéo, mais vraiment il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place, des petites tactiques, des petites techniques pour augmenter sa visibilité, faire des réels, ce genre de choses, et n'hésitez pas à l'envoyer à gogo. Vraiment au début vous allez perdre de l'argent, voilà, vraiment vous allez perdre de l'argent au début, mais il faut l'accepter parce que c'est comme ça, c'est ça le jeu en fait. Pour être connu, c'est ça le jeu. Il faut donner de sa personne. Au début, on va donner des livres, même des fois gratuitement, on va les déposer dans des librairies, dans des mektabas, dans des cafés littéraires, etc. Mais c'est comme ça qu'après, par la suite, c'est les gens qui vont venir à vous. Inch'Allah, c'est les librairies, etc. qui vont venir à vous. Mais le premier pas, c'est comme ça. Il faut jouer le jeu, en fait. Simplement, il faut accepter de donner et de perdre un peu d'argent. Aussi, n'hésitez pas à aller dans chaque bibliothèque, librairie, même centre commercial, etc. que vous connaissez et démarchez-les. Vous allez vous prendre un nombre incalculable de vues, je vous préviens, ou de refus, mais il faut s'y confronter. Il faut vraiment y aller au culot, vous appelez, vous envoyez un mail, même vous y allez en présentiel. Association, café littéraire, ASBL, ce genre de choses. Il faut vraiment tout tester et ne pas avoir peur du refus. Vous mettez un jour dans la semaine où vraiment vous allez partout, les bibliothèques, les machins et tout, et vous proposez votre livre. Tenir un document Word, un cahier dans lequel vous notez tout ce que vous avez déjà fait en termes d'événements. Séance de dédicace dans ce café, rencontre littéraire dans ce café. Vous le notez comme ça, vous savez ce que vous avez fait et ça vous évite de perdre du temps à aller redémarcher les mêmes entreprises. Alors sorti de ce contexte, ça va être très bizarre ce que je vais vous dire, mais vraiment dans ce contexte on va comprendre, il faut harceler. Vraiment, je vous jure que ça c'est un des trucs que je retiens. Et maintenant je l'ai même gardé avec des personnes avec qui je ne devrais pas forcément être comme ça, dans le travail, etc. C'est que vraiment, il faut envoyer des mails, il faut harceler, renvoyer, rappeler. Moi, combien de fois des dédicaces se sont faites parce que, grâce à Dieu, bien sûr, et parce qu'en fait, tu harcèles, tu renvoies, et tu fais que ça, en fait. Là, au moment même où je suis en train de vous dire ça, je repense à une personne qui ne m'a pas encore répondu et à qui je dois envoyer un mail pour confirmer. Et comme ça, je pense à 1, 2, 3. Parce que c'est comme ça, en fait. Les gens, ils sont tellement, surtout tout ce qui est ASBL, association et tout, café littéraire, ils ont tellement de demandes parfois, lieux culturels aussi, ils ont tellement de demandes qu'en fait vous êtes obligé d'harceler, vraiment vous êtes obligé d'insister, ce que ça m'apporte. Mon rapport à l'écriture, comme je l'ai dit en introduction, est assez particulier et au final très intime, très privé, au sens où je sais que l'écriture m'aide en premier lieu beaucoup dans mon examen de conscience. En arabe, muhasaba, au sens où c'est en couchant les mots sur le papier, très souvent qu'ils prennent enfin vie et qu'on en prend conscience. Ici, je vous cite Boileau qui nous dit « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est en couchant sur le papier nos ressentis, ce qu'on pense, etc., que finalement notre pensée elle va s'affiner et inversement. La pensée s'affine dans l'écriture et l'écriture affine aussi la pensée, subhanallah. Donc voilà, l'écriture pour moi c'est vraiment une thérapie au sens où ça me permet d'avoir conscience de mes pensées, de les conscientiser, mais aussi d'aller mieux, de relativiser. Ça m'apaise instantanément et ça me calme. Et c'est aussi un biais incroyable, c'est-à-dire un facteur incroyable, une porte incroyable afin d'exposer mes combats, mes idéaux, bref, tout ce en quoi je crois. Et les écrits sont un moyen formidable de faire la da'wa, c'est-à-dire d'appeler à Dieu, parce que les écrits en fait ils restent tandis que les paroles s'en vont. Pour conclure, écoutez, je pense avoir été assez exhaustive, assez complète sur le sujet, du moins je l'espère. Ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'écriture, c'est un formidable moyen d'apaiser le cœur, de faire passer de puissants et profonds messages, d'être tout simplement vecteur de bien. C'est-à-dire que parfois on pense qu'il faut s'épuiser à hurler, il faut s'épuiser à être, je sais pas, dans les manifestations, etc. Je dis pas que c'est mal, hein, mais en fait des fois, l'écriture, ce qui reste, l'écrit, il va avoir beaucoup plus de résonance et de puissance que ce que l'on va dire et ce qui va finalement s'évaporer avec le temps. Voilà, l'écriture c'est qu'un moyen, malgré sa noblesse, ne l'oublions pas, donc c'est vraiment qu'un moyen, c'est pas une finalité. La finalité c'est de faire passer un message et ne sacralisons pas non plus l'écriture au point d'avoir même peur d'elle. C'est-à-dire, c'est tellement un truc de fou pour moi, il y a pas beaucoup de personnes comme ça, je vous en ai parlé, que j'ose pas écrire, j'ose pas commencer parce que pour moi c'est incroyable d'écrire un livre. Commence, faut pas sacraliser l'écriture au point d'en avoir peur, juste commencer en fait. Servons-nous de l'écriture comme d'un moyen pour propager la beauté, la sincérité, les belles choses tout simplement. Vraiment profitons de ce moyen incroyable, subtil et discret qu'est l'écriture pour partager des belles choses et des belles valeurs.